Bonjour, installez-vous confortablement et écoutez bien. Je vais vous raconter ma vie. Une vie de chien. Et vous allez découvrir que c'est une vie drôlement bien remplie. Mais commençons par le commencement. Je suis né près de Clermont-Ferrand, à Lezoux, au CESECA, le centre d'études, de sélection et d'élevage de chiens guides d'aveugles et autres handicapés. J'ai passé mes 3 premières semaines dans une maternité où je n'ai rien fait de spécial, un peu comme tous les bébés, je suppose. C'est très jeune, donc ça a besoin de dormir et de manger, exclusivement. Mais on s'occupait quand même de moi tous les jours. On les manipule, on les caresse, on les prend sur nous. Ça commence à les habituer au contact humain. On fait ça très très tôt. C'est important. Kilo 8. Les chiots sont pesés tous les jours, hein. C'est juste pour contrôler s'ils têtent bien, s'ils prennent bien le poids qu'ils doivent prendre et si tout va bien. Donc on effectue un petit contrôle d'état de santé rapide, voir si tout va bien, s'il n'y a pas de diarrhée, etc. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on fait jusqu'à la sortie de maternité, qui se passe à 21 jours. Ceux-là, ils ont un peu plus de 15 jours, ils ont 18 jours. Voilà. Après, avec ma mère, mes frères et mes sœurs, on a changé de box, mais on est encore restés tous ensemble. Je pouvais aller jouer dans un jardin où il y avait plein de choses à découvrir. Un peu comme ce que les humains appellent la crèche. De temps en temps, le docteur venait nous examiner. Moi, j'aimais bien, mais j'ai un frère qui détestait ça. Alors, ça va pas ? Moi j'ai très peur. Oui. Vous voyez quand même les différences de comportement entre différents chiots d'une même portée, c'est assez saisissant hein, quand même. Donc là, celui-là il est paralysé par la trouille. Oui, ça ne me plaît pas. Non, du tout. Le premier qu'on a eu, il était assez stressé aussi, passif, et puis tous les autres étaient tout à fait Pas se lever. gays quoi. Non mais là, Donc quand on a des chiots comme ça, on surveille un peu plus, on essaye de le faire évoluer. Puis, si ça passe pas, il sera réformé. sur une même portée, vous avez des chiots très différents. Donc certains seront aptes à vivre dans des milieux différents, et puis d'autres vont être beaucoup moins aptes. Et puis vous avez aussi des critères physiques, puisqu'il faut que les chiens soient exempts de dysplasie, qui peut les rendre arthrosiques et boiteux très rapidement. Il faut qu'ils soient exempts de tare oculaire, parce qu'un chien qui devient aveugle à 4-5 ans et qui est chien guide d'aveugle, ça va pas du tout. Et donc c'est vrai que tout ce travail, c'est vraiment un travail d'éleveur, mais d'éleveur très pointu. Le chiot, en fait, il fait son référentiel sensoriel, on va dire. Enfin, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est dans les 3 premiers mois de son existence. C'est vrai qu'on les manipule beaucoup, on est beaucoup avec eux, le personnel est là, ils voient du monde toute la journée, il y a de la musique, il y a des bruits. C'est très très important pour eux et pour leur avenir. Et l'objectif, c'est de les éveiller dans une pièce qui est inconnue. Donc là, dans un premier temps, on va les laisser explorer un petit peu la pièce pour les laisser s'habituer. Et après, on ajoutera des stimulations différentes, visuelles, auditives. Et là, on va allier l'auditif et le visuel en même temps. Voilà. Donc l'objectif, bien sûr, c'est pas de leur faire peur. Hein. Quand on voit qu'il y a une petite réticence qui démarre, on arrête, on stoppe. Et on agrémente de croquettes pour essayer de le faire venir et d'y aller progressivement pour que l'objectif soit rempli. Quand j'ai eu presque 3 mois, j'étais assez grand pour quitter ma mère et le centre d'élevage où j'étais né. C'est ce qui arrive aujourd'hui à Jet. Elle se prépare à partir pour Toulouse, dans une des 10 écoles de chiens guides qui existent en France. Mais en fait, elle ne va rester qu'une nuit à l'école. Juste le temps de rencontrer Céline, l'éducatrice qui la suivra pendant toute sa formation, et qui lui présente la famille d'accueil chez qui elle va vivre jusqu'à l'âge de 1 an. Pendant cette première année, elle va apprendre à bien se comporter avec ses maîtres, chez eux, et partout où ils l'emmèneront. Bon, je vais vous donner tout son petit packaging.
le carnet de santé. Alors ensuite, ça c'est très important, c'est le carnet de suivi des familles d'accueil. Donc à chaque fois qu'on va se rencontrer, on va remplir tout un tas de petites cases. Donc ça va de très bien à insuffisant. Propreté par exemple, le jour, la nuit. Alors au début ça va être insuffisant et le but c'est qu'à la fin tout soit très bien. D'accord. Le premier mois, il faut vraiment travailler le côté relationnel. Il faut que la chienne ait confiance en vous pour qu'après justement vous puissiez être son référent et qu'elle puisse aller dans des endroits avec beaucoup plus de stimulation. Ensuite, on se verra une fois par mois en séance individuelle, puis une fois par mois en séance d'obéissance collective. Avec tous les autres chiens, on travaillera différents exercices. Un jet. On va faire un petit bout de chemin ensemble. C'est eux qui vont l'amener partout, en ville, en campagne, voir des gros animaux, des trains, de tout. Donc vraiment, sans ces bénévoles, sans ces familles d'accueil, on ne pourrait pas avoir de chien guide. Aujourd'hui, c'est Dipsy qui découvre la ville, le marché de la place du Capitole, et un marché couvert avec plein de choses qu'elle ne connaît pas. Mais avec son maître et Céline, son éducatrice, elle sait qu'elle peut avoir confiance. On a le plaisir d'avoir un chien. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut le former jeune, mais bon, après, on a le plaisir justement de le voir évoluer. C'est vraiment agréable de s'occuper des chiens. Et puis alors, après, quand on voit les aveugles avec leurs chiens, c'est vraiment magnifique, ce qu'ils arrivent à faire par rapport à l'aveugle encore qui se débrouille très bien avec une canne, mais avec un chien, c'est pas du tout la même chose. En avant, Dips, en avant. C'est un environnement perturbant, beaucoup de stimulation avec les odeurs, les bruits et donc on l'habitue à avoir toutes ces stimulations et il faut qu'elle s'y habitue. Au départ, elle a la queue un peu basse, donc elle est un peu peureuse, un peu troublée par tout ça et puis petit à petit elle s'y habitue. On la laisse manger des choses par terre pour qu'elle trouve des choses intéressantes, qu'elle se sente plus à l'aise. Une fois par mois, on se retrouve à l'école pour faire quelques exercices, mais on n'a pas vraiment le temps de s'amuser entre nous. Il faut toujours rester concentré sur ce que nos maîtres nous demandent. Insistez jusqu'à obtenir ce que vous voulez et après on récompense avec une friandise ou avec une caresse. Mais allez jusqu'au bout de votre ordre. Ah, c'est bien, bien dit. On va faire un petit exercice de rappel. Le but c'est qu'il arrive directement vers vous sans passer voir les copains ou aller renifler autre part. Allez Coca, ok. Voilà, c'est bien. Après avoir bien travaillé, Coca rentre chez lui, dans sa famille d'accueil. Mais comme il a presque 1 an, il va bientôt commencer sa vraie formation. Et là, il sera beaucoup moins souvent avec ses maîtres. C'est-à-dire qu'on l'emmène à l'école le lundi matin et on le récupère le vendredi en début d'après-midi, comme à l'internat. On l'aura le week-end quand même, on le récupérera le week-end. Ça va faire bizarre, oui, ça va faire bizarre, mais on le sait depuis le début, donc bon, on verra bien. Ça va être une autre vie, oui, pour lui, pour nous. On recommencera, sûrement. Il faut être disponible. Soit ne pas travailler, soit être jeune retraité, avoir quand même l'énergie nécessaire pour les éduquer, les tenir, etc. Mais non, travailler en même temps, c'est difficile, difficilement conciliable. Bien sûr, hein. Cooper, à là-bas. Yeah. À là-bas. À l'école, il y a une piste spéciale sur laquelle on s'entraîne chacun à son tour. Là, ça va être au tour de Astrée. Elle, c'est un caniche royal et elle a presque fini sa formation. Astrée, en avant, tu prends le siège. Assiège. Donc le chien pose le museau sur le siège. Le non-voyant suit la tête du chien pour arriver au siège. Le clicker, c'est une méthode d'éducation positive. Le chien est conditionné. À chaque fois qu'il entend ce bruit, il sait qu'il va avoir une récompense qui suit en fait. Donc c'est que du positif pour le chien. Donc on lui demande le siège, il pose la tête et dans le temps, il attend qu'on lui dise la fin. À droite, la montée. C'est que du bonheur pour le chien.
avoir une récompense à la fin d'un travail. Après la descente. En avant. Doucement. L'arrêt. Après l'arrêt. Bien. En avant. À gauche. Bien ça. On serait la porte. Donc il suffit de suivre la tête du chien, de remonter, on trouve la poignée. Astrer la porte. Donc toutes ces recherches au cliqueur, ça fait vraiment des recherches très, très précises. Cette histoire de pointer en mettant son museau sous une porte, une rampe d'escalier, sous un escalator, les chiens apprécient énormément, ils sont contents, c'est une motivation pour eux. Et les non-voyants aussi apprécient énormément. Mais on ne travaille pas que sur la piste, on va aussi en ville. C'est beaucoup plus compliqué parce que d'un jour à l'autre, ce n'est jamais la même chose. Mais on y arrive quand même. Ouais, c'est bien ça. Attention. Cookie, serre à droite. Cookie, serre à droite. Allez, cherche le trottoir. Allez vite, remonte. Trottoir. Cookie, trottoir. Voilà, ça c'est bien. Très bien. À gauche. Avant toute descente de trottoir, les chiens doivent s'asseoir pour présenter le trottoir assis. Pour dire au non-voyant, on ne peut pas continuer sur le trottoir, il faut descendre. Et c'est le non-voyant à l'écoute de la circulation qui donne l'autorisation et l'ordre qui donne l'autorisation et l'ordre de descendre. Assis, au travail. Astrid, serre à droite, tu laisses. Serre à droite. À droite le trottoir. Et elle remonte dès que le trottoir est dégagé. Vous avez pu le constater, un chien guide, il ne travaille pas tout seul. Il y a vraiment la présence d'un maître derrière lui qui lui donne des ordres, qui lui demande des directives, qui lui demande des recherches. Et il faut que ce maître soit capable d'exécuter ça et de savoir où il est dans son déplacement. Donc, ça veut dire qu'il sait par rapport au bruit de la circulation qu'il va arriver dans un carrefour, il va pouvoir demander au chien « Allez, va me chercher le trottoir, les lignes ». S'il le demande 300 mètres avant sans savoir trop où il est, le chien va être incapable de répondre à ses besoins. Donc tout ça est évalué avant pour voir si la personne est effectivement capable d'utiliser un chien guide correctement. Donc là, on rencontre un obstacle en hauteur. En hauteur parce qu'il est plus haut que le chien. Le chien pourrait très bien passer dessous. Donc on parle de hauteur lorsque le chien, au-dessus du chien, jusqu'à 1,50 m à peu près. Et attention là, attention. Allez, tout droit. Attention. En ce qui concerne les obstacles en hauteur, c'est vrai que là on arrive un petit peu dans la limite des capacités du chien guide où la gestion de l'obstacle en hauteur reste parfois un petit peu aléatoire. Au niveau de la ceinture jusqu'au niveau de la poitrine, le chien arrive quand même à gérer d'une manière assez satisfaisante. Au-delà, c'est un peu plus délicat. On m'a aussi appris à marcher en crabe quand il y a assez de place sur le trottoir pour mon maître, mais pas pour moi. Et à ne pas passer sous quelque chose qui est appuyé en biais contre un mur, comme une échelle. Il paraît que ça porte malheur. Bon, mais je ne vais pas vous expliquer tout ce que j'ai appris à l'école, ça serait trop long. On estime à une 50aine d'ordres. Entre les ordres de direction, en avant, tout droit, les droite, gauche, demi-tour, les ordres de recherche, donc rechercher un siège, rechercher la montée, la descente, l'escalator. Des ordres de recherche, mais qui vont correspondre en fait à une multitude de situations. C'est-à-dire que le chien, quand on va demander par exemple un siège, le siège va correspondre à un siège dans un bus, à un siège dans un parc, à un siège dans une maison, à un siège, je dirais, dans une salle d'attente. Donc le chien va devoir analyser ce mot siège et trouver effectivement ce qui représente une assise, qui peut être blanche, qui peut être rouge, qui peut être verte, mais à chaque fois c'est des situations différentes, mais avec le même mot. Et après, les ordres de... On appelle ça la désobéissance intelligente, lorsqu'on demande au chien d'aller tout droit, mais que le passage est compliqué ou impossible, le chien doit désobéir, ne peut pas aller tout droit, il doit contourner. Et oui, c'est important d'apprendre à désobéir. Ça peut même sauver la vie de mon maître. Imaginez qu'il s'approche un peu trop près d'une rivière ou d'un ravin. Je ne vais quand même pas le laisser tomber. C'est très bien.
très très bien. De toute façon, il faut savoir que déjà le chien a conscience du vide et donc on va travailler sur cette conscience-là. On a voulu trouver un signal fort pour cette situation-là qui est quand même la plus dangereuse, ou du moins l'une des plus dangereuses que l'on peut rencontrer. Donc il se peut que le maître, parce qu'il s'est désorienté, n'estime pas que le vide soit dans telle ou telle direction. Alors le simple fait que son chien s'arrête, il peut peut-être l'interpréter comme un moment de fatigue ou de faiblesse de l'animal, tandis que si le chien se couche, là c'est un signal très fort qui va de suite faire prendre conscience au maître qu'il y a un vrai danger à côté de lui. C'est vrai qu'on se débrouille bien, mais il faudrait quand même des fois penser à protéger les endroits dangereux. On a déjà assez de travail comme ça. Pour vous dire, à la fin de notre formation, on doit passer un examen avec plus de 50 épreuves. C'est autre chose que votre permis de conduire. Et pour vérifier qu'on est prêt, des fois, notre éducatrice se met un bandeau sur les yeux. Arrêtez. On va lever le bandeau, on arrête. Il est habitué à travailler avec son éducateur qui normalement y voit par définition. Et on anticipe toujours un petit peu dans le travail. Donc là d'un coup, il travaille avec la même personne mais qui n'y voit plus. Donc c'est très perturbant pour le chien. C'est d'ailleurs les premières sorties sous bandeau sont très cafouilleuses. Et on fait ça pour qu'il y ait une personne qui assure la sécurité de la personne sous bandeau et également pour déterminer quelle rue on va emprunter pour trouver les situations les plus intéressantes à aborder. En fin d'éducation, on commence à le faire pour voir les dernières mises au point qu'il y a à faire sur le chien et puis pour les préparer au certificat d'aptitude. On fait ça aussi bien en ville qu'en campagne, en présence de gros animaux, d'autres congénères. On essaie de varier au maximum les situations et les environnements parce qu'on ne sait pas très longtemps à l'avance à quel type de personne va être attribué le chien. Donc il faut qu'il soit performant dans tous les environnements pour que l'on puisse choisir la personne qui conviendra au mieux sans se mettre une barrière par rapport à l'environnement dans lequel cette personne vit. Il y a un moment très important dans notre vie de chien, c'est quand on nous présente au maître qu'on va guider, avec qui on va faire équipe comme on dit. Aujourd'hui, c'est Black qui rencontre Sofian et sa famille. Ils vont avoir 2 semaines pour faire connaissance. D'abord, on invite le maître à l'école pendant 1 semaine. On lui apprend à jouer, à nous nourrir comme il faut et à bien nous brosser. Tu brosses le chien, regarde comme ça avec ta main, tu descends comme ça, vas-y. Et aussi, pendant la première semaine, on lui apprend comment nous parler. Et on lui montre tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'il peut nous demander. En 2e semaine, on va transposer tout ce qui a été appris en première semaine sur les parcours du maître de chien guide. Black, tout droit, la descente. La descente. La descente. Oui, c'est bien ça. C'est bien la descente. C'est bien. Allez, on y va. Et petit à petit, l'éducateur prend du recul. Et au début, il est tout près derrière l'équipe. Et puis petit à petit, il s'éloigne. Et il laisse l'équipe faire des trajets en autonomie. Moi, j'avais un berger allemand avant. Je suis passé sur un labrador. C'est pas pareil. C'est une autre façon d'appréhender les choses. La transition n'a pas été trop longue. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On peut perdre son chien prématurément. Et puis avoir à travailler avec une canne pendant un certain temps avant d'avoir un nouveau chien. En France, on est presque 200 à sortir des écoles chaque année. Mais en fait, c'est pas suffisant. Il y a beaucoup plus de gens qui ont besoin qu'on les aide. Tous mes déplacements en ville, ici au parc, sont faits avec Volga. Allez, tu cherches le siège? Allez, cherche. Cherche le siège. Allez, c'est bien. Ah, elle a trouvé le siège, Volga. C'est super ça. On lui donne un petit gâteau? J'entretiens l'éducation qu'on lui a donnée à l'école. Puisqu'on a eu un stage de remise dans lequel on nous a appris à donner les bons ordres et à la reprendre quand il le faut, si elle fait quelque chose de travers. Non, ça va, en général, elle travaille bien. Volga. Les gens sont surpris de voir le service que peut rendre un chien à une personne non-voyante, quoi, souvent, et ils sont fascinés, quoi. Donc ils s'arrêtent et ils me disent oh, c'est formidable, quel beau tableau. Surtout quand je suis avec les enfants, quoi. Ils
ils sont touchés par l'équipe qu'on forme, je pense. N'empêche, des fois, il y a des gens qui préféreraient voir le tableau d'un peu plus loin et qui n'ont pas envie qu'on vienne chez eux. Alors que d'après la loi, les chiens guides ont le droit d'aller partout, et gratuitement. Dans certaines supérettes ou même des fois grandes surfaces, où la personne qui est à l'entrée souvent hésite à nous faire rentrer ou bien carrément refuse. Et à ce moment-là, il faut essayer de négocier, de voir plus haut, de demander la direction. Et là, en général, après, on nous laisse rentrer. Heureusement, il y a des maîtres de chiens guides qui ont créé une association pour nous aider à régler tous ces petits problèmes. Ils essayent d'abord de comprendre pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas de nous. Je pense qu'il y a d'abord l'ignorance des textes, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a quelquefois aussi les gens qui ont une méconnaissance complète du chien et qui pensent que ça va être un chien qui va s'agiter dans le restaurant ou dans le magasin, qui va aller renifler partout. Donc ils ont un peu peur du comportement du chien. Et pourtant, à chaque fois qu'on va quelque part, on fait bien attention à ne pas se faire remarquer. Même dans les transports, les trains, les avions. On n'a pas le droit de nous empêcher de faire notre travail. Il faut que tout le monde le sache. On a un gros point noir, ce sont les chauffeurs de taxi. Ça, c'est véritablement, on va dire, la plaie. J'hésite pas à dire le mot parce que on ne sait jamais si on va être accepté ou pas. Et bien souvent, quand on veut prendre un taxi, on est tout seul. On ne peut pas faire constater l'infraction. Le chauffeur ou redémarre ou ne s'arrête pas quand on l'a commandé. Enfin, on a des multiples exemples comme ça. Et là, dans le plan gouvernemental sur le handicap visuel, nous avons été auditionnés et on a notamment souligné tous ces problèmes d'accessibilité. Donc on espère véritablement qu'avec ce plan, des moyens seront donnés pour qu'on puisse faire davantage connaître la législation et le rôle du chien guide. Parce que nos maîtres, ils ont envie de nous emmener partout, y compris à leur travail. Rondeau, par exemple. Il va tous les jours au bureau avec Jérôme. Et ça se passe très bien. Il est très calme à la base. Et je pense qu'il sait que lorsqu'on est ici, dans le bureau, il doit rester sage et c'est ce qu'il fait. Je sais pas, c'est comme s'il avait enregistré le fait qu'ici, moi, je travaillais ou qu'il fallait rester calme. Et après, je le sors un petit peu dans la journée pour faire une petite pause, Mais il revient et il bouge pas jusqu'à l'heure de partir. Et plus les années passent, plus on devient complice avec notre maître. Paul et Aurillac, par exemple. Ça fait plus de 8 ans qu'ils ne se quittent pas. Ça a été une découverte fantastique au niveau de la liberté. C'est-à-dire que j'ai fait confiance au chien de suite. On m'a dit, fais-y confiance, j'ai fait confiance. Et une confiance aveugle, carrément. C'est un jeu de mots, mais c'est vrai. Mais c'est un chien spectaculaire. Il m'apporte tellement de confort et de sécurité que j'ai pas peur. C'est mon alter ego, c'est une prothèse, fait partie de moi-même. Mais l'ennui, c'est qu'à partir d'un certain âge, il faut bien penser à la retraite. Pour l'instant, il est en pleine forme, mais bon, je sais que c'est pas éternel. De toute façon, quand le chien sera à la retraite et qu'il ne voudra plus travailler, de toute façon, je le garderai. C'est une nécessité pour moi. Je ne peux pas m'en séparer et le laisser. Après, pour en prendre un autre, je pense que je le ferai, mais je serai, je crois, très exigeant. Onyx, lui, sa maîtresse n'a pas pu le garder chez elle. Alors elle l'a confié à une famille d'accueil et elle vient le voir une fois de temps en temps. Mais il ne se plaint pas. Il est très bien avec sa nouvelle famille. Je crois qu'il a travaillé pendant 8 ans. Donc c'est quand même... c'est comme une personne finalement. Il a besoin qu'à un moment donné de récupérer. Bien. Et je pense qu'il fait un peu sa jeunesse maintenant. Il doit faire un peu son adolescence parce que quelquefois il est tout fou, il veut jouer, il veut... Allez, tu vas gagner. Bien. Finalement, c'est pas si mal la retraite. Plus de stress, plus d'obstacles à éviter, et on s'occupe quand même de nous.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles au 01 44 64 89 89 www.chienguide.fr. L'association Valentin Haüy au 01 44 49 27 27 www.avh.asso.fr. L'association Voir Ensemble au 01 53 86 00 00 www.voirensemble.asso.fr. La Fédération des aveugles et handicapés visuels de France au 01 44 42 91 2 fois www.faf.asso.fr. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets. Ou écrivez-nous, à vous de voir, France 5, 24 rue Marceau, 92 130, ici les Moulineaux. Réalisation Philippe d'Horizon, productrice déléguée Suzanne Masson, avec la participation du Centre national de la cinématographie, avec le soutien de l'AVH, Association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants, l'association Voir Ensemble, la Fédération des aveugles de France. Avec la participation de France 5, Pôle documentaire Pierre Bloch de Friberg, Carlos Pinsky, Hervé Guérin, Philippe Lemort, Aurélie Chenet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France 5.